cette conférence de presse du protecteur du citoyen qui nous présente son rapport annuel. Alors, M. Down, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de vous joindre à moi ce matin pour la présentation du rapport annuel 2022-2023 du protecteur du citoyen. Tania Roussel, vice-protectrice Service aux citoyens, m'accompagne, ainsi que Claude Dussault, vice-protecteur Intégrité publique, Service aux usagers et mandats spéciaux. Mes premiers mots vont à mon équipe. Je suis protecteur du citoyen depuis maintenant 18 mois et je constate à chaque jour à quel point le rayonnement de l'institution s'appuie sur l'engagement généreux des personnes qui la composent. Travailler au protecteur du citoyen signifie avoir à cœur de porter assistance efficacement aux personnes qui font appel à nous. On ne saurait imaginer la diversité des demandes que traite mon personnel et l'intensité de certains drames. D'autres employés assurent le fonctionnement agile et performant de nos bureaux de Montréal et de Québec. Le tout se vit à l'enseigne d'une culture de collaboration qui se reflète sur les résultats. Merci aux membres de mon équipe. Je suis conscient de ma chance d'être si bien entouré. Venons-en à une préoccupation omniprésente dans une large part des sphères d'activité, commerce et entreprises, la pénurie de main-d'œuvre. Un peu partout, le manque de personnel est évoqué comme facteur de diminution des services. Des horaires sont restreints, des produits ne sont pas disponibles, des files s'allongent. À l'échelle des services publics, toutefois, la question des effectifs insuffisants ne peut devenir une excuse pour légitimer des lacunes et des atteintes aux droits. Et ce, même si le devoir de répondre aux besoins de la population peut, dans ces conditions, relever parfois de l'exploit, j'en suis bien conscient. Plus souvent qu'autrefois, l'administration gouvernementale doit composer avec des équipes incomplètes. De notre côté, nous traitons des plaintes et des signalements qui démontrent que la qualité des services peut s'en ressentir au détriment de personnes parfois parmi les plus démunies. Retard dans le traitement des dossiers, erreurs administratives, perte de documents, bris de service, congestion des lignes téléphoniques, manque d'informations. Je suis loin de dire que c'est toujours le cas, mais la détresse qu'on nous témoigne est souvent préoccupante. Même en contexte difficile, les grandes missions des services publics doivent s'accomplir. Notre rapport annuel fait état de situation où le manque de main-d'œuvre est mis à l'avant-plan pour justifier une réduction des services par des administrations. Des ministères et des organismes peinent à donner les services que les citoyens et les citoyennes sont en droit de recevoir. Ainsi, le manque de personnel constaté dans l'ensemble du réseau public de la santé et des services sociaux est souvent évoqué par les CIS et les CIUS pour expliquer des coupes dans les services. On se rappelle tous et toutes de l'impact de la COVID-19 à cet égard. Aujourd'hui, on parle davantage de postes qui restent à pourvoir ou de problèmes de rétention de personnel. Sur le terrain, des personnes vulnérables en CHSLD font régulièrement les frais du manque de personnel pour des soins aussi essentiels que l'hygiène, la mobilisation ou l'aide à l'alimentation. À domicile, des personnes âgées ou handicapées subissent des réductions d'heures de service, faute encore une fois d'intervenants disponibles. Les proches aidants sont alors plus sollicités. Ces derniers sont eux-mêmes souvent âgés et aux prises avec une tâche qui s'alourdit. L'équilibre délicat qui permet le maintien à domicile est menacé. Vous me direz qu'il n'y a rien de bien nouveau à dénoncer la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est vrai, le protecteur du citoyen s'est souvent prononcé à ce sujet-là. Mais les problèmes subsistent, s'aggravent même dans certains cas, et il faut continuer d'y prêter la plus grande attention. La pénurie de personnel ne peut justifier un déni des droits. Le manque d'effectifs se fait aussi ressentir dans les établissements de détention. Cette année, nos enquêtes ont révélé que des personnes incarcérées ont été maintenues en isolement dans leurs cellules, bien au-delà de ce qui est acceptable. Par exemple, plus de 22 heures par jour. La raison, le manque d'agents correctionnels. On touche ici au respect de droits fondamentaux. À la pénurie de personnel peut s'ajouter la perte d'expertise. Au cours des dernières années, par exemple, des réaménagements dans le réseau de la santé et des services sociaux ont permis une plus grande mobilité du personnel. L'exode a particulièrement dégarni les rangs de la direction de la protection de la jeunesse, où la tâche était jugée trop lourde par plusieurs intervenants et intervenantes et la supervision insuffisante. La qualité des services aux enfants et aux familles a pu en être affectée. Je suis également très préoccupé par les difficultés d'accès aux services publics par Internet. Les plaintes que nous recevons témoignent quelquefois d'un fossé entre, d'une part, des services mis en ligne et, d'autre part, des personnes qui ne peuvent y recourir. Ces personnes vivent dans des régions mal desservies par Internet,
ou encore elles éprouvent des difficultés d'ordre personnel au moment d'utiliser les outils informatiques. D'autres, enfin, disposent d'un matériel désuet par rapport à des plateformes plus récentes. Il est évident que le virage vers des services publics en ligne constitue un progrès pour en améliorer l'accès, à condition d'envisager le développement des services numériques d'une manière la plus inclusive possible. Il faut aussi se rappeler que pour certains individus, le contact humain en personne ou par téléphone doit continuer d'exister. Et parlant de téléphone, encore faut-il que quelqu'un réponde au téléphone. Nous avons encore à l'esprit la mise en œuvre de la nouvelle plateforme de la Société de l'assurance automobile du Québec, le système SAC-CLIC. Faute de planification suffisante, la transition vers le nouveau système a connu des ratés majeurs. Les inscriptions et les transactions en ligne n'ont pu se faire comme prévu. La fermeture temporaire des services a généré un surplus de demandes et les lignes téléphoniques ont été engorgées comme jamais. Ailleurs, au tribunal administratif du logement, les problèmes d'accès téléphonique sont chroniques et persistants. Des personnes n'obtiennent jamais la ligne pour parler à un préposé, malgré des essais répétés. Situation à peu près similaire à la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la DGIVAC. À la suite de nos interventions, la DGIVAC a fait preuve d'une grande proactivité pour apporter des correctifs. Je trouve important de le souligner, même si tout n'est pas réglé. J'aimerais enchaîner sur une bonne note en vous citant le cas de la financière agricole du Québec. En matière d'assurance récolte, la protection de la financière agricole varie en fonction du type de culture. Des membres adhérents au programme d'assurance se sont plaints chez nous que les montants versés ne semblaient pas couvrir leurs pertes et qu'ils ne comprenaient pas bien les calculs. À la suite de notre intervention, la financière agricole a rapidement pris des mesures pour mieux répondre aux interrogations des agriculteurs, allant même au-delà de nos attentes. En plus de collaborer de façon exemplaire avec nous, elle a créé de nouveaux documents explicatifs sur son site Web, les a mis à la disposition de ses partenaires pour en accroître la diffusion, a créé un webinaire en plus de nouveaux outils de formation pour son personnel. Un bon coup à souligner. Cette année encore, des lanceurs d'alerte se sont adressés à nous pour dénoncer des atteintes à l'intégrité publique dans des ministères et des organismes. Je rappelle ici que nos enquêtes en intégrité publique ont pour but de faire cesser les manquements et non pas de désigner publiquement des coupables. Donc, nous menons ces enquêtes en toute confidentialité et d'une manière générale, nous ne nommons ni les personnes ni les organisations ciblées. Cette année, toutefois, 2 cas échappent exceptionnellement à ce principe de confidentialité en raison de la diffusion préalable des faits dans l'espace public. C'est le cas du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le MAPAC est l'un de ses organismes partenaires, le CEROM. Au terme de nos 3 enquêtes concernant ces 2 entités, nous avons conclu à des manquements aux normes d'éthique et de déontologie, à un abus financier et au fait que le MAPAC n'était pas intervenu adéquatement pour mettre fin à ces irrégularités. Par ailleurs, à l'occasion de la nomination de nouveaux gestionnaires à la Sûreté du Québec, des autorités ont contourné les règles applicables pour attribuer des postes et des promotions à des personnes ciblées. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons fait des recommandations. Les organisations ont bien collaboré et les manquements ont pris fin. C'est d'ailleurs ce que nous constatons généralement de la part des ministères, organismes et instances auxquels nous nous adressons. Nos interlocuteurs se montrent ouverts à rectifier les lacunes et cette attitude va tout à fait dans le sens des objectifs que nous poursuivons en faveur du renforcement de l'intégrité publique. Pour conclure, je tiens à dire que j'ai confiance en la capacité de l'appareil gouvernemental de faire face aux différents défis, que ceux-ci découlent des années de pandémie ou d'autres facteurs. Pourquoi? Parce que les services publics peuvent compter sur des travailleurs et des travailleuses qui, en très grande majorité, veulent répondre correctement et humainement aux citoyens pour peu qu'on leur en donne les moyens. Le rapport annuel d'activité que je dépose aujourd'hui rend compte avec rigueur de problèmes dans les services publics. Toutefois, cela ne veut surtout pas dire que je ne reconnais pas l'engagement et la compétence des personnes qui font vivre ces services. Au contraire, dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement, mon travail et celui de mon équipe visent de façon constructive et pragmatique à améliorer la qualité des services publics et le respect des droits des citoyens dans leur relation avec ces services. En ce sens, je sais que nous visons tous les mêmes objectifs. Je vous remercie de votre écoute et je vais maintenant répondre à vos questions. Mon vice-protecteur, M. Dussault, sera en mesure de répondre aux questions en anglais par la suite. Je vous remercie.